79%. Ce chiffre à lui seul résume le climat politique qui a entouré les élections législatives du 2 juillet, alors que le scrutin était présenté comme un moment de mobilisation civique. Une large majorité d'électeurs a choisi de s'en tenir à distance. Avec 20,79% de participation au niveau national et 10,67% pour la diaspora, les urnes traduisent une participation particulièrement faible, révélatrice d'un malaise politique persistant. L'abstention ne peut être réduite à une simple forme de désintérêt. Pour une partie importante du peuple, elle exprime surtout la conviction que le vote ne permet plus d'influer réellement sur les décisions publiques ni de peser sur les équilibres politiques. Dans ces conditions, l'acte électoral perd progressivement sa portée mobilisatrice. Cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large d'érosion de la confiance. Elle est le produit d'un affaiblissement progressif du pluralisme, de la perte de crédit des institutions représentatives, du recul des espaces de débat et d'un éloignement croissant entre les citoyens et les centres de décision. Ce constat doit également être replacé dans un contexte marqué par un rétrécissement de l'espace politique et civique. Plusieurs réformes et dispositions juridiques adoptées ces dernières années ont été fortement critiquées par des partis d'opposition, des organisations de défense des droits humains et des acteurs de la société civile, qui y voient une restriction des libertés publiques et du pluralisme. L'article 87 bis du Code pénal est notamment au centre de ces critiques en raison de son usage dans des poursuites visant des militants, des journalistes ou des acteurs politiques. Dans tel environnement, les conditions d'une compétition politique ouverte et équilibrée apparaissent de plus en plus limitées. Le Hirak de 2019 avait pourtant mis en lumière une aspiration profonde à un renouveau politique, à davantage de transparence et des institutions plus représentatives. Cette dynamique a révélé une société en quête de participation effective, mais elle n'a pas débouché sur une transformation durable du champ politique. Au-delà du seul scrutin, le véritable enjeu est celui de la reconstruction de la confiance. La légitimité d'un système politique ne repose pas uniquement sur l'organisation régulière d'élections, mais sur la conviction des citoyens que leur vote peut réellement influer sur les décisions publiques et contribuer à façonner l'avenir collectif. Tant que cette confiance ne sera pas restaurée, le risque est de voir perdurer une faible participation et de se creuser davantage le fossé entre les institutions et les citoyens. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Élection législative, 20,79% de participation. Le message du désaveu. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir depuis Alger, Ali Laskri, l'ancien responsable politique, bien sûr, du parti du FFS, qui est avec nous par téléphone depuis Alger. Dali, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fellek. Bonsoir Nassar, Azoul, Salam, et Azoul, bien sûr, à tous les invités et aussi à ceux qui nous écoutent, Salam. Merci beaucoup Dali, merci beaucoup Ali Laskri d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis Washington Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous via Skype. Hamid Lellou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Merci Hamid. On a aussi depuis Paris Jamal Gessoum, analyste politique. Et candidat à cette élection, mais sa candidature a été rejetée, il
faut le rappeler. Jamal Gessoum, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. وعليكم السلام وألف شكر على هذه الاستضافة. Merci Jamal Gessoum, alaykoum salam. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à tous nos invités, bien sûr. Et avant de leur donner la parole et rentrer dans le vif du sujet de ce soir, ces résultats donc d'élections législatives, ce taux de participation, on va y revenir bien sûr avec nos invités. D'abord, on va commencer avec ce titre de l'APS qui a titré « L'ère des quotas et de l'atteinte à la volonté du peuple exprimée dans les urnes est révolue ». Et bien sûr, c'est les paroles du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui a titré donc l'APS. À notre titre, on reste toujours dans l'APS, le taux législatif, un taux de participation de 20,79% à la clôture des bureaux de vote. Le taux de participation aux élections législatives a atteint 20,79% au niveau national à la clôture des bureaux de vote, a annoncé donc jeudi soir le président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, Karim Khelfan. Voilà. Pour ce qui concerne le taux à l'étranger, donc de la diaspora, 10,67%. Voilà. Le matin d'Algérie, à notre titre, législative, dans la continuité des précédents scrutins, donc a titré le matin d'Algérie. À notre titre, toujours le matin d'Algérie, législative, l'Algérie qui dit non au pouvoir. L'Algérie qui dit non au pouvoir. Voilà, vous êtes en train de l'apercevoir. Donc 20,79% de participation. Voilà donc le grand moment de vérité promis par le pouvoir algérien. Un pays appelé aux urnes est un pays qui massivement tourne le dos aux urnes. À force de confondre élections et chorégraphie institutionnelle, le régime a obtenu un cinglant désaveu. Le Monde. Presse internationale, donc, en Algérie, les législatives s'orientent vers un taux de participation historiquement bas, a titré donc le journal Le Monde, journal français. Et on termine avec RFI, Radio France Internationale, législative en Algérie, l'engouement pour le scrutin est resté faible. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale, mais aussi internationale, concernant donc ces élections législatives, le résultat bien sûr, on écoute dans ce clip. Monsieur Khelfan, Karim Khelfan, pardon, qui est le président par intérim de l'ANI. On l'écoute. لا بأس أن نذكر بعدد الهيئة الناخبة 23 مليون و 872 ألف و 756 ناخبة. عدد المصوتين 4 ملايين و 962 ألف و 433 يشكل نسبة 20.79%. ثم يليه خارج الوطن عدد المسجلين في البطاقية هو 854,285. عدد المصوتين 91,170. نسبة المشاركة 10.67%. لا بأس أن نذكر Voilà, Monsieur Karim Khelfan, donc, est président par intérim de l'ANI, dans ce clip qu'on vient de passer. Donc, il a annoncé les résultats. On va aussi voir ces images de l'ENTV, sent by tous nos amis de la régie. Pour l'ENTV, donc, il y a eu une grande participation à ces élections. بداية وبعد نجاح الحدث الوطني الذي عرفته الجزائر من حيث الإقبال الواسع لمختلف فئات المجتمع الجزائري للمشاركة في تشريعيات 2 جويليا، والذي أبان عن مستوى الوعي لدى المواطن الجزائري داخل وخارج الوطن بضرورة المساهمة في بناء مؤسسات الدولة ضمن مبدأ الديمقراطية التشاركية. A few moments later.
Voilà, donc le contraste bien sûr entre des élections qui ont été boudées par le peuple algérien et ce qu'on entend donc à l'ENTV. Dali, allez l'inscrire, donc je commence cette émission avec vous, vous êtes à Alger bien sûr. Quelle est votre réaction après donc ces résultats qui ont été annoncés par le président par intérim de l'ANI, Karim Khelfan? On parle de 20,79% donc de taux de participation nationale et à l'étranger, bien sûr, de 10,67%. Qu'est-ce que ces chiffres représentent pour vous, Abdali? Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la volonté du mouvement révolutionnaire pacifique à caractère unitaire, c'est-à-dire le Hirak, qui a répondu par un boycott silencieux, pacifique, civilisé, comme jamais, sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national. Ce n'est pas en Kabylie zéro vote. Cette fois-ci, il y a eu un vote partout, mais il y a eu un boycott partout. Surtout, ça, c'est une nouveauté en Algérie. Et confirmer que le divorce est consommé, bien sûr, avec le régime, c'est-à-dire avec moins 20%, moins 20% du taux de vote. La preuve surtout, ont participé au vote en grand nombre, par rapport à ces 20%, les corps constitués mobilisés. Et je dis bien tous les corps constitués mobilisés et qui sont premiers aux urnes, comme ça a été rapporté dans tous les médias nationaux, publics, ou aussi au sein de votre média au niveau international. Il y a aussi les candidats qui sont précipités pour le vote, c'est normal, leurs familles, leurs proches, sur des listes, pourtant qui étaient contrôlées, filtrées, qui ont produit des votes sur des personnes par intérêt personnel et non pour intérêt général. Vous voyez à peu près comment ça s'est passé. Un vote souvent tribal et surtout dans la division, parce que chacun vote pour son candidat sur la même liste. Donc c'est ni un programme ni un projet. La mascarade électorale aussi du 2 juillet, bien, je dis bien la mascarade électorale du 2 juillet, comme on l'a dit, toutes les mascarades électorales en Algérie, est rejetée dans toute l'Algérie. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui prouve de la maturité politique du peuple au niveau national. Attention, ce peuple, il est énorme. La reconnaissance envers ce peuple, c'est cette maturité politique. Et elle s'est généralisée sur tout le territoire national et au niveau de la diaspora. Le boycott, je dis bien le boycott, prouve aussi la rupture entre les gouvernés et les gouvernants. L'abstention et aussi une forme de protestation politique intelligente sans violence. Cette fois-ci, ça a été silencieux. Ça a été vraiment une protestation politique intelligente, sans violence. Il n'y a pas eu de mobilisation, de manifestation dans les rues. Il n'y a pas eu de violence. C'est aussi à retenir, c'est-à-dire cette maturité politique où est arrivé le peuple algérien. Le jeu du scrutin électoral est aussi la réponse de la majorité écrasante du peuple algérien à la crise de légitimité politique et au refus imposé aux Algériens et Algériennes du contrôle libre de leur destinée. Depuis 1962 à ce jour, les Algériens n'arrivent pas à contrôler leur destinée librement. Et aussi, c'est-à-dire aller à des scrutins libres pour qu'il y ait une légitimité au niveau de nos institutions. Enfin, les revendications légitimes du Hirak restent d'actualité. Parce que ce taux est aussi, ça suit toutes les revendications légitimes du Hirak. Les revendications, on les connaît. C'est l'alternative démocratique, c'est le changement, c'est les libertés, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est la réconciliation nationale, c'est le patrimoine historique, toutes les revendications légitimes du Hirak restent d'actualité. La crise de confiance s'est installée, la crise de confiance s'est installée durablement, particulièrement depuis la répression des militants politiques et d'opinion, il vous reste du champ politique et social.
Donc vous voyez la régression du régime par rapport aux positions qu'il a prises post-élection présidentielle du 12-12. Le mouvement, la nouveauté aussi à relever aujourd'hui, est la prise de conscience généralisée du boycott massif au niveau national. Je parle bien du boycott. 69 wilayas ont boycotté parce qu'il y a moins de 20% de participation. Donc le divorce est totalement consommé. Une véritable, pour moi, reconnaissance pour Hussein Ahmed, des Algériens et des Algériennes, avec boycott. Voilà à peu près ce que j'ai à dire. Nasser, par rapport à l'eau. Oui. Restez avec nous, Dali. On va donner la parole, si c'est possible, à Hamid Lellou. Non, Vous voulez rajouter quelque chose? Là, je vais revenir. Restez avec nous. S'il faut parler. Restez avec nous, Dali. Si c'est possible, on va donner juste la parole aussi à Hamid Lellou et Jamal Gessoum. Qu'est-ce qu'ils en pensent, donc, eux aussi, de cette élection, de ces résultats, de ces chiffres qui ont été donc donnés par l'ANI. Il faut le rappeler. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Ali Al-Askari, l'ancien donc premier secrétaire du FFS, parle d'un boycott massif, mais aussi que les revendications légitimes du Hirak restent d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez de ces résultats? On parle de 20%, 79%, un chiffre historiquement très très bas, on va dire. Jamais les Algériens donc ont boudé des élections comme cette fois-ci. On l'a vu aussi en 2024 pour les présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, c'est un non-événement. Contrairement à ce qu'ils ont prétendu pendant longtemps, ce genre d'événements, ce sont des non-événements. Vote ou pas, ça ne change rien. Il y a deux choses très intéressantes à observer. Une, je ne serais pas surpris d'apprendre dans quelques jours, peut-être en fin de journée, de dire que ils revoient les chiffres à la hausse, comme ils l'ont fait la dernière fois, parce qu'il y a eu une mésentente entre eux et ils décident que non, 20%, au fait, ce n'est pas suffisant, on va gonfler le chiffre peut-être à 40, 45. Rien ne les empêche de faire ça, puisqu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent en amont et en aval. C'est eux les contrôleurs, c'est eux les décideurs. Donc, personne ne peut venir pour discuter ce genre de décision. Vous allez me dire, mais oui, mais si c'est le cas, alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils nous sortent des chiffres aussi bas s'ils ont les moyens de les traficoter? Ils veulent nous faire croire que l'ère soviétique des 99,99 est révolue, que maintenant il y a cette indépendance d'esprit, que les gens ont le droit de voter ou de ne pas voter. Donc ils nous sortent un petit peu ces chiffres médianes un peu pour dire, vous voyez, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas, parce que ça reflète la réalité, on donne les chiffres réels. Ça, c'est un autre point. Quand vous voyez aussi les photos ou bien les petites vidéos, vous voyez aussi dans la forme les dépouilles des bulletins, ils ne se font pas de manière très organisée. C'est une personne qui prend les papiers et lit, et on ne sait pas ce qu'il y a dans le papier, il n'y a pas de vérification, alors que dans un vote où il y a, par exemple, les législatives, vous avez 4-5 différents partis qui ont des représentants dans cette circonscription. Donc, il faut qu'il y ait 4 ou 5 contrôleurs et tous les contrôleurs lisent le papier pour le déchiffrer, pour s'assurer et pour avoir l'esprit net. Tu vois, tout le monde contrôle. Et ça, on ne le voit pas parce que ce n'est pas très important. Ils font ça juste pour le jeu de la caméra et ils ne prêtent pas attention aux détails. Et enfin,
j'ai envie de revenir un petit peu sur l'élimination de certains candidats, parce qu'il faut aussi parler de ça, ils font partie de ce cirque, même s'ils n'ont pas participé, et on sait que notre cher ami Gassoum a été éliminé à la sélection. Ça aussi, ce n'est pas de la transparence, ce n'est pas de la démocratie, ça rentre dans l'esprit même de ce système politique où moi je l'ai décrit comme système de police politique où il y a des cercles d'influence autour de ce noyau dur de prise de décision et ces cercles d'influence, ils bougent, c'est pas statique. Des fois, ils prennent de l'ampleur, des fois, ils s'affaiblissent. Et les candidats, de manière directe ou indirecte, ils sont soutenus par ces cercles et quand certains cercles perdent de leur aura, eh ben, ils sont exclus. Vous allez me dire pourquoi ils font ça. Je pense qu'il faut revenir à l'avant 2019. Qu'est-ce qui a amené le Hirak? Ce qui a amené le Hirak, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas l'opposition. Le Hirak, au départ, il a commencé depuis l'intérieur du système, où il y avait un flottement, il y avait un certain espace, pas de liberté ou d'indépendance ou de démocratie, mais un espace entre ces cercles d'influence au sein du régime. Et d'ailleurs, on l'a vu, même au niveau du Parlement, juste à partir de 2012 jusqu'à 2019, on a vu ces pseudo-représentants qui défiaient, ou Yahya, qui défiaient tous les ministres, les gouvernements, les insultes, les cris, etc. Et le système s'est retrouvé déboussolé et aussi déséquilibré de l'intérieur même. Et c'est ce qui a conduit au Hirak. Malheureusement, le peuple, ni l'opposition, ni l'élite indépendante n'ont réussi à récupérer le Hirak parce que je pense qu'il avait commencé à partir du système, pas forcément des personnes compétentes, sérieuses et honnêtes qui voulaient le changement, mais surtout des personnes au sein même de ce système qui voulaient leur part du gâteau et c'est pour ça qu'ils avaient torpillé le système de l'intérieur. Et voilà. Donc, très bien. Ce que vous êtes en train de dire, Hamid Lellou, vous pensez qu'il y a une partie ou un clan qui est en train de brider, on va dire, la politique d'Al-Majid Tebboune et même d'influencer ces élections? C'est ce que vous êtes en train de dire? Absolument, j'irai même plus loin. Moi, c'est ma lecture. Je pense que suite à cette expérience de 2019, ceux qui vraiment contrôlent maintenant au sein de ce pouvoir, ceux qui vont mettre en contrôle, ils sont en train de verrouiller et ne même pas faire semblant de laisser un petit espace de liberté et d'expression parce que c'est un risque. Ce qui a amené 2019, c'est cet espace de liberté qui était donné à l'intérieur même du système. Comme je l'ai dit, au Parlement, on voyait les chamaillades, les engueulades, etc. C'était au sein du système. Maintenant, ils ne veulent même pas ça. Ceux qui sont en train de contrôler, est-ce qu'ils vont arriver? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, attendons de voir est-ce que ces chiffres vont être révisés à la hausse comme ils l'ont fait pendant la dernière élection. Moi, je ne serais pas surpris. Très bien. Bien sûr, on va donner la parole à Djemal Guessou, mais la question aussi peut se retourner Hamid Lellou, parce que verrouiller aussi le champ politique peut provoquer aussi des changements brusques. Mais bien sûr, le débat est ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez, Djemal Guessou? Alors, écoutez, permettez-moi, par rapport à ce que je viens d'entendre, de tenter humblement d'élever le niveau avec une lecture disciple et politique de la chose. Il y a l'aspect quadridimensionnel se rapporte sur la question organisationnelle, politique, diplomatique et économique. Ce sont tous ces aspects qu'il faut analyser à travers pas les résultats de l'élection, on ne connaît pas encore, mais en tout cas par rapport au taux de participation. D'abord, sur la question organisationnelle, il est important de rappeler que
C'est une première depuis l'indépendance qu'il y ait eu autant de candidats pas éliminés. Je demanderais juste à Hamid d'utiliser des termes plus académiques, et donc de candidatures rejetées, et dont celle de mon collègue Abdelwahab Yagoubi qui était député. Donc cet aspect des choses, cette organisation avec l'article 200, qui était en fait un poison semé en 2021, dont personne n'a vu venir les conséquences qu'il pouvait y avoir par rapport à cela. Et sur cette question d'organisationnel, il y a eu effectivement, je me suis souvent attaqué, non pas à la personne de M. Khalfan Kalim, qui est le président de l'ANI, mais je le considère effectivement comme étant intellectuellement sur la question de la rigueur et la question des intérêts des institutions d'État, que je considère comme étant un peu le clochard de la Nouvelle-Algérie. Il a nommé des élus politiques, ou en tout cas un élu politique français en France qui avait la double casquette de Français et d'Algériens élus de la République française et qui signait des décisions de rejet de candidats algériens. L'Algérie est-elle redevenue française? Si c'est le cas, j'aimerais le savoir. Ensuite, il y a la question politique. La question politique, c'est quand même un signal très fort. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Hamid Lelou qui dit que c'est un non-événement. Non, c'est un événement, mais pas dans le sens attendu par les autorités algériennes. Ça reste un événement. M. Lascri a très bien décrit la situation sur la question de l'homogénéité du boycott, parce que là, il s'agit réellement d'un boycott. Quand on voit sur les 69 wilayas et aussi en France, c'est un réel boycott. Sur la question diplomatique, là, ce qui m'intéresse le plus, c'est le signal qui a été envoyé à l'international sur la question de cette élection et comment les pays importants qui comptent dans la scène internationale vont voir l'Algérie et le président Tebboune qui va formaliser un peu le monsieur 20% des élections législatives. D'un point de vue diplomatique, c'est tout à fait catastrophique. Sur la question économique qui n'est pas moins importante, le fait que les entreprises au niveau pas national mais international vont en tout cas adosser un taux de confiance aussi par rapport à ce taux de participation, car ils se diront automatiquement, et je connais beaucoup de grandes entreprises qui vont se dire, si le peuple algérien ne fait pas confiance à ces institutions, qui sommes-nous, nous, grandes entreprises internationales, pour investir en Algérie? Et donc la conséquence économique, elle est aussi importante que la question politique. Pour terminer, l'Algérie... Mais aussi, Jamal Ghessoum, avant de terminer, Jamal Ghessoum, juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, il y a aussi des taux très très bas dans des pays très respectés ou des pays plus avancés en termes de démocratie. Quand il s'agit des élections législatives, l'Algérie n'est pas une exception, vous diront ceux qui défendent donc ce chiffre. Mais aussi, est-ce que ce chiffre n'est pas une preuve que l'Algérie avance en termes de transparence des élections et que le chiffre, il est là. Ils pouvaient le gonfler, mais ils ne l'ont pas fait. Jamal Ghessoum, très rapide. Ce sont très rapidement ces deux sous-sujets tout à fait importants. Sur la question est-ce qu'il y aurait d'autres pays? J'aimerais bien qu'on me dise quels sont les autres pays, et puis des États modernes, je parle. Je ne parle pas des pays dont personne n'a entendu parler, qui seraient à 20%. Nous avons encore peut-être 30-40 minutes. Essayez de me citer un pays, État moderne, qui a eu 20%. Ensuite, la question... et c'est là où c'est intéressant, et j'ai oublié d'avancer cet aspect, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a eu 20% que les résultats ont été nets. C'est-à-dire que par rapport à 2021, je me suis présenté en 2021, les résultats étaient sincères. Je peux vous le dire, le scrutin était sincère. Mais ce qu'ont fait les autorités algériennes avec l'outil ANI, c'est d'éliminer, comme le dit Si Hamid, tous les candidats potentiellement dangereux pour les institutions algériennes avant l'élection. Et donc, c'est une manière, en fait, c'est une autre manière de bourrer les urnes sans bourrer les urnes. En 2007, il y a eu bourrage des urnes comme pas possible, en 2017, pardon. Et en 2021, le scrutin était sincère. Le parti que je représente, et en l'occurrence le MSP, est arrivé deuxième avec 65 députés. Et donc, cette fois-ci, ils se sont dit, en gros, on ne va pas faire la même erreur. On va laisser... On sait qu'il y aura un taux de boycott ou d'abstention très important, mais on va choisir les candidats qui diront amen, comme la plupart des partis politiques, lors de la dernière mandature. Et donc, ça n'est pas une preuve de sincérité que d'avoir 20% de taux de participation. Les autres ont été éliminés
comme aime à le dire c'est Hamid Lellou. Très bien. En tous les cas, on va revenir à Hamid aussi et vous aurez bien sûr l'occasion de répondre à Jamal Gessoum, mais on va aller à Alger avec Ali Laskari. Ali Laskari, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ali Laskari? Non. On a perdu Ali Laskari. Hamid Lellou, je reviens à vous, bien sûr, si vous voulez répondre à Jamal Gessoum. Mais on va juste comparer donc, ces chiffres des élections, des anciennes élections législatives. En 2012, il y avait 42,36% de taux de participation. En 2017, 38,25% taux de participation. En 2021, 23% donc, de taux de participation, on n'est pas très loin. 2026, 20,79% pourcent de taux de participation. C'est d'abord sur ces chiffres, si vous voulez avoir un petit mot, mais avant de vous donner la parole, on va passer ce clip, les déclarations des partis après donc le vote. وبهذه المناسبة أيضا ندعو كل المواطنين والمواطنات للذهاب بقوة والمشاركة في هذه الاستحقاقات واختيار مرشحيهم بكل ديمقراطية وشفافية. نشوفوا أننا أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر المعاصرة. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الانتخابات فرصة للوطن من أجل الاستقرار ومن أجل الاستمرار في الصعود. نسهم اليوم في حركة البناء الوطني للانتخاب في الانتخابات البرلمانية، لأننا نعتبر بأننا البرلمان هو جزء من مؤسسات الدولة الجزائرية. وكذلك نحن اليوم سعداء حقيقة أننا نشارك ونؤدي الواجب الانتخابي تاعنا أولا لصالح الجزائر، ثانيا لصالح الشعب الجزائري. يعني كل الظروف متاحة من أجل ممارسة الحق الانتخابي والحق السياسي. Voilà, les différents responsables de partis de politique en Algérie. Je pense que Ali Laskari est de retour. Est-ce que vous êtes avec nous, Dali? Ça a été coupé, maintenant c'est bon. Ah, très bien. Très content de vous avoir là, Dali. Je sais que vous ne faites pas beaucoup d'interviews de médias et je suis très content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Dali, quand on revient un peu sur ces résultats, vous avez parlé bien sûr que les revendications légitimes du Hirak restent d'actualité pour vous. Mais aussi le pouvoir, il est dans son rôle, on va dire. Pour lui, il y a eu des élections, il y a un faible taux de participation. Et c'est une preuve qu'il y a eu transparence, qu'il y a, on va dire, démocratie entre guillemets en Algérie. Comment peut-on gérer le pays, d'après vous, avec 20% de taux de participation? D'abord, effectivement, par rapport à ce qui se disait par nos amis tout à l'heure, l'eau, effectivement, tout se fait dans l'opacité. Attention, on ne dit pas le contraire, c'est-à-dire les taux sont manipulés à tout moment, que ce soit par rapport au taux qui a été annoncé, que ce soit par rapport aux résultats, que ce soit l'opacité pour donner les résultats. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas encore les résultats au niveau national de toutes les wilayas et quels sont déjà ceux qui sont élus ou non. Donc, là, c'est effectivement, et aussi, le régime s'est toujours inscrit depuis l'indépendance, depuis l'ouverture de 89, dans l'alternance clanique, c'est-à-dire il n'a jamais laissé l'opposition en Algérie organiser, à apporter le changement dans notre pays. Autre chose, ils sont toujours inscrits dans l'alternance clanique. C'est-à-dire, effectivement, à chaque élection, ils trouvent comment, entre les enjeux qu'il y a au niveau interne, aussi bien sûr pour apporter les solutions voulues à leur niveau. Mais
il ne faut jamais remettre en cause, et surtout la reconnaissance du mérite du peuple algérien, qui a boycotté totalement cette fois-ci. Attention, les rues étaient vides, les écoles étaient vides, tout a été vide en Algérie. Ça, ce mérite-là, il ne faut pas l'enlever au peuple algérien. Ce qu'il ne faut pas enlever au peuple algérien aussi, c'est ces luttes d'opposition depuis 1962 jusqu'à ce jour. Parce que, à un certain moment, j'étais responsable d'un parti politique, c'est là aussi ma remise sur scène en 2011, c'était à cause du printemps arabe, il fallait lutter à tout prix pour que l'Algérie ne bascule pas dans le printemps arabe, c'est-à-dire pour qu'on ne vit pas la situation libyenne, la situation syrienne, irakienne et autres, égyptienne et autres. Effectivement, en ce moment-là, on se disait, on était mobilisés, on était dans la protestation politique. On était chez le peuple algérien dans toutes les régions du pays. Il n'y avait pas le verrouillage du champ politique comme aujourd'hui. Les manifestations, on les faisait partout, dans la rue, sans autorisation. Que ce soit à Khnishla, avec l'Arche Babar ou la Khrouga, on a occupé la ville de Khnishla. Attention, le 22 avril n'est pas venu comme ça. Il y a eu quand même des luttes importantes. Mais au niveau national, des Algériens et des Algériennes. Bien sûr, il n'y avait pas que le FFS, il y avait beaucoup qui ont travaillé pour ça, et ça a failli basculer. Bien sûr que ça a été récupéré. Ça a été récupéré par la violence. Par la violence. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrestations. Nous-mêmes, on s'est retrouvés tous à Trollard, le 14 mai 2021, et c'est là qu'ils ont tout arrêté et passé à la violence, à la répression, et aussi à mettre les gens en prison. C'était énorme, et surtout au niveau des hirakistes. Donc là, c'était la glaciation autoritaire, et on s'est retrouvé devant le régime Ben Ali, des années avant qu'il quitte le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui faisait façade démocratique, alors qu'en Algérie, il y avait des débats. Les Algériens sont ouverts, ils n'ont pas peur. Ils font de la politique, je l'ai dit même aux Tunisiens dans le temps, pour qu'ils puissent aussi s'éveiller comme nous, malheureusement. Ils l'ont fait d'ailleurs, ils sont arrivés même à mettre en place la constituante, mais par la suite, aujourd'hui, ils sont encore dans une situation pire que nous. Ou là, la même. Voilà, tout ça, donc ce peuple-là a lutté pour apporter le changement, a changé le système, mais il voulait que ça soit radical. Et ça, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, mais malheureusement aussi, on a failli. Et comment on a failli? Les partis politiques qui étaient l'avant-garde, surtout ceux de l'opposition, pour le changement, effectivement, pendant l'événement du Hirak, moi-même, je suis retrouvé dégagé du parti, avec violence. Attention, le système a travaillé. Du parti du FFS Dali. Oui, FFS. Et quand vous dites, Dali, quand vous dites on a failli, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que l'opposition réelle, l'élite algérienne, qui a failli? Parce qu'à l'intérieur des organisations, des associations, il y a beaucoup d'infiltration. Et lorsque je vois au sein des partis politiques aujourd'hui qui ont participé, c'est surtout la défense de l'intérêt général, il a disparu. Pour l'intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'intérêt, l'ambition personnelle. Et avec ça, il y a eu beaucoup de compromissions. Et ça, effectivement, ça a fait très mal aux Algériens qui croyaient beaucoup, qui donnaient confiance à ces organisations politiques, sociales aussi. Et c'est pour ça que lorsque j'ai dit on a failli, bien sûr, je parle en général. Oui. En général, il y a ceux qui ont résisté, mais ils ont été réprimés. Ils se sont retrouvés, ils ne pouvaient plus, surtout ici en Algérie. Attention, il faut se dire les vérités. Autrement, on ne s'en sortira jamais. Alors, que reste-t-il des partis qui abandonnent le terrain des luttes pour les libertés et la démocratie? Il y a un parti politique aujourd'hui qui appelle pour la protestation. Comme secrétaire du FFS, j'accepterai jamais d'être responsable du parti si je n'arrive pas à appeler à la protestation politique dans la rue, à la mobilisation et à la manifestation. Et je l'ai dit à mes camarades et je l'ai dit à ce régime. Attention, c'est ça une organisation politique. Autrement, elle n'a pas besoin d'exister.
la protestation politique, les manifestations, la mobilisation, les conditions politiques pour toute participation aux scrutins électoraux. Lorsqu'on a participé en 2012, il fallait faire une convention, il fallait aller à la base, il fallait dans toutes les sections faire un débat, remonter les délégués à la Convention nationale et à la Convention nationale de prendre la décision. Et au président, par la suite, de participer aussi à la participation ou non. Aujourd'hui, il y a plus de débats. Que ce soit dans les des partis politiques, que ce soit dans le mouvement associatif, que ce soit dans tout ce qui a une représentation dans la société. Vous voyez le verrouillage et la répression, où est-ce qu'on est arrivé? Mais parce que tout à l'heure, j'ai appris que, c'est-à-dire, ils ont préparé le 22 février, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Le 22 février, il est venu pour un changement. Et toutes les revendications qui étaient dans la rue depuis 1989, ou la portée par des hommes politiques comme Hussein Ahmed, comme d'autres aussi dans notre pays, on les a retrouvés dans la rue. C'est vrai qu'on ne s'est pas peut-être bien organisé. On a essayé de s'organiser. Il y a eu le PAD, et le PAD aussi, par la suite, a été dissous. Comme a été dissous le RAJ, comme a été dissous le PST, et tout ce qui était au PAD, ils sont sous contrôle judiciaire aujourd'hui. Tous. Attention, il ne faut pas se tromper. Très bien. Restez avec nous, Dali. Restez avec nous, s'il vous plaît. Oui, restez avec nous, Dali. On va donner la parole à Hamid Lellou. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, si vous voulez répondre à Jamal Gessoum, mais aussi cette analyse de Ali Al-Askari, l'ancien premier secrétaire du FFS, mais aussi une réalité. On parle, est-ce que l'abstention, le boycott, comme ça a été qualifié par Ali Al-Askari, est devenu le premier parti en Algérie? Hamid Lellou. Bon, tout d'abord, je vais clarifier une chose. Peut-être de ma part, par souci d'écourter mes interventions et d'aller au sujet, peut-être que je manque un peu de clarté. C'est l'Askari. Je ne remets pas en cause l'éveil populaire. Je suis algérien, donc j'aimerais bien croire que le peuple algérien milite, et je le pense aussi. Et chacun à son niveau. Moi aussi, je continue à limiter loin de mon pays, mais je continue à contribuer autant que je peux. Donc, je ne remets pas en question. C'est pas ça mon propos. Premièrement, les 20,9%, c'est déjà un chiffre gonflé. Parce que je pense, vu l'état des choses, vu la manière dont le peuple réagit et son refus total de ce régime de police politique, le chiffre réel est bien au-dessous. De deux, je ne serais pas étonné qu'il gonfle et qu'il revoie et gonfle ces chiffres dans les prochains jours à venir. Maintenant, quand j'ai dit le Hirak, ce n'était pas le peuple. Je vais clarifier ça. Dans toute révolution, dans tout mouvement de justice sociale, le soulèvement ne peut pas venir entièrement du peuple. Surtout dans le cas où nous avons eu un mouvement sans leader, leaderless movement. Donc ça n'a aucun sens. Le peuple ne décide pas comme ça, dans un vase clos, des groupes comme ça, ils décident « on va sortir ». Que ce soit en Algérie ou ailleurs. Toutes les révolutions commencent au sein du sérail, au sein de l'élite politique, dans les institutions. Ça peut pas se faire autrement. Vous ne pouvez pas commencer par le bas. C'est les deux, c'est du haut vers le bas et du bas vers le haut. Maintenant, pour moi, c'est ça ma lecture. Pour qu'un mouvement prenne forme, se maintienne et réussisse, ce qui n'est pas le cas du Hirak, c'est suspendu, on ne sait pas où ça va venir, ça va revenir certainement, c'est qu'il faut qu'il y ait une élite au niveau des institutions qui soit compétente et qui soit honnête, sincère et qui veut le changement positif et durable pour le pays. Il faut qu'il y ait l'élite politique sur le terrain, comme vous, comme les Tabous, comme beaucoup d'autres leaders politiques sur le terrain.
Il faut qu'il y ait une élite éduquée aussi, qui soit en phase avec l'élite politique et bien sûr le peuple. Quand vous avez ces 4 composantes qui travaillent ensemble, cette révolution ou ce mouvement de justice sociale réussira. Et ce qui nous a manqué avec le Hirak, c'est parce que ces 4 composantes n'ont pas forcément travaillé ensemble, pas assez, et il n'y a pas eu une bonne synchronisation entre ces 4 éléments. Donc je ne remets pas en cause l'authenticité de la participation populaire, je ne remets pas en cause l'authenticité et la participation de l'élite politique, mais il y a eu des manquements, je pense qu'il y a eu des creux, des vides qui ont été exploités justement par cette police politique pour récupérer. Ça leur a pris beaucoup de temps, ça leur a pris 1 an, plus le fait que le Covid soit une malédiction pour nous, mais une bonne chose pour le régime qui a permis à ce régime de police politique de récupérer. Donc, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je pense que je suis d'accord avec la vision de Sel Askri, ce n'est pas un problème. Maintenant, le boycott, encore une fois, les chiffres, je pense qu'ils ont été gonflés. À mon avis, c'est beaucoup moins que les 20% annoncés. Et on va voir si dans un futur proche, ils ne vont pas même gonfler ces chiffres. Très bien. Jamal Ghessoum, je vous laisse donc, parce qu'on est en train de me dire, c'était prévu qu'ils vont nous accorder un peu plus de temps, mais malheureusement, il y a d'autres programmes. Qu'est-ce que vous en pensez donc de l'évolution de la situation politique en Algérie avec ces élections, avec ces chiffres qui ont été avancés? Vous êtes devenu, on va dire, un opposant du pouvoir en Algérie. Comment vous voyez les choses évoluer? Écoutez, d'abord, depuis août 2023, qu'on ne pense pas que c'est parce que mon dossier a été rejeté, vous le savez très bien. Tout d'abord, j'aimerais dire que je partage assez l'analyse de Hamid Lellou sur la question du Hirak. Elle n'est pas dénuée de sens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer des millions de personnes sortir sans avoir d'abord une organisation structurée. Je ne sais pas effectivement, et il a raison sur ça, il a tort sur d'autres choses, mais il a raison sur ça. Mais ce que j'aimerais préciser par rapport à cela, c'est que ce mouvement qui n'était pas organisé a aussi été aidé par des conflits internes. Souvenez-vous qu'à ce moment et 1 an avant, comme le dit c'est Hamid Lellou, il y avait un conflit larvé entre Gaïd Salah et Saïd Bouteflika, et qui voulait le retirer sans que le président Bouteflika ne soit au courant. Et donc, j'imagine, ça c'est pas une information que je donne, c'est une hypothèse de travail, que Gaïd Salah s'est dit, puisqu'on veut nous retirer, eh bien, je vais laisser le mouvement où je vais quelque part l'aider à prospérer. Et donc cette analyse de Hamid Lellou, moi je la partage complètement. La question que vous me posez, Sinassar, la question de la confiance, elle est centrale. Moi je ne fais plus confiance au président de la République depuis le 31 août 2023. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Demain j'ai fait justement une vidéo, une émission pour détailler et documenter mes propos sur le fait que pourquoi je ne fais plus confiance. J'ai fait confiance au président Tebboune. J'étais dans un a priori favorable sur les 3 premières années, 2020-2023, mais aujourd'hui, je ne peux pas, et ça n'est pas une insulte, ça n'est pas un mépris que de dire que j'ai fait confiance au président de la République, mais qu'aujourd'hui, et je m'en expliquerai très longuement demain, pourquoi, de manière documentée et structurée, je ne peux plus faire confiance au président de la République dans sa gestion du pays, je dis bien dans sa gestion du pays, en mettant en finalité à la tête d'institutions importantes des gens un peu clochards, hein, comme M. Karim Khelfan, que je respecte par ailleurs. C'est un peu pervers ce que je dis. Mais bon, voilà, en tout cas, sans confiance, il n'est possible de rien. Manish Jamal, très rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne. Quand vous parlez d'Ahmed Tebboune, alors que les Algériens parlent d'un système, Hamid Lellou par exemple parle d'un système qui tient l'Algérie, qui bride l'Algérie. Vous ne parlez pas de système. Je ne parle pas de système, vous savez pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu un système
durant Bouteflika, rahimahullah, il y a un autre système aujourd'hui qui est bien pire. Mais vous savez, quand on parle d'un système, c'est pas nominatif un système. Vous avez des ministres qui sont tout à fait lunaires. On a un président de l'ANI qui rend l'Algérie française. On a tout un tas de choses. Donc, ça n'est pas nominatif. La responsabilité de chef de l'État, quand on est un chef d'État, on est responsable. Et c'est pour cela que je concentre toujours mon propos sur une personne identifiable. Le système est difficilement identifiable. Voilà. Hamid, 10 secondes si vous voulez rebondir avant de rendre l'antenne. J'aimerais corriger tout gentiment une de vos déclarations, Sénateur. Notre cher ami Jamal Gessoum n'est pas un opposant. Je suis désolé. Effectivement, lui, le problème, c'est qu'il fait partie du système. Le système existe. Le système existe parce que le système de police politique, c'est un système qui veut justement déresponsabiliser. Il veut effectivement, vous avez raison, il veut déresponsabiliser. Mais si on arrive à comprendre, et moi j'ai essayé de l'expliquer, c'est un système circulaire, c'est des cercles d'influence. Vous êtes lunaire, monsieur. Vous êtes lunaire. Non, écoutez ce que je dis, et croyez-moi, je suis en train de travailler sur un papier académique. J'ai commencé il y a 3 mois. Et moi, je commence à faire avec la NASA, moi. J'espère le finir d'ici la fin de l'année. Et une partie, c'est justement ce système de police politique que j'explique. Et d'ailleurs, c'est des études scientifiques qui ont été faites et qui disent que cette police politique, elle mobilise entre 5 et 7% de la population. Et c'est le cas de l'Algérie. Et c'est pour ça que les 20% sont gonflés. Et si vraiment on va vers les vrais chiffres, ça ne dépasserait pas les 5%. Merci beaucoup, Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Jamal Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Et bien sûr, votre candidature a été rejetée pour vous faire plaisir. Par rapport à ces élections législatives, Hamid Lello, directeur de Run for Democracy in Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous. Et merci aussi à Ali Askari, ancien premier secrétaire du parti du FFS. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette couverture spéciale sur la chaîne Al-Magharibi.